Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Suite au sujet intéressant amené par mes collègues, maintenant nous allons parler d'un sujet quand même important et qui suscite beaucoup de questionnements. Donc vous l'aurez deviné, on va parler du consentement sexuel en milieu d'hébergement. Là on va commencer par quelque chose d'assez simple, donc on va commencer par la définition évidemment. Et j'aimerais vous questionner vous là-dessus. Quand je dis consentement, en main levée, ça serait quoi le premier mot qui viendrait dans votre esprit? Permission. Accord. Ouais. Le Il y consentement. avait madame en arrière. L'accord. Accord, oui. Le consentement. Ben oui. Le choix. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Vous l'avez pas vu? Donc, c'est vrai, c'est bon ce que vous dites. Selon Éducalois, le consentement sexuel est donc l'accord qu'une personne va donner à son partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Là, en voyant ces définitions-là, pensez-vous qu'il y a une différence entre le consentement et le consentement sexuel? Oui? Moi, je dis que non, parce qu'il faut quand même que la personne, même si c'est pas sexuel, donne son accord en soin, en hébergement. Ouais. Ouais. Donc, dans le fond, honnêtement, ça serait plus le contexte qui va différer, mais la notion de consentement, elle reste la même. C'est de donner son accord, tout simplement. Ainsi, le consentement doit être donné de façon volontaire, ce qui veut dire qu'il doit s'agir d'un choix qui est autant libre et éclairé, deux notions qu'on va voir plus en détail plus tard. Et aussi, le consentement doit être donné de façon continue, ce qui veut dire qu'il peut être retiré en tout moment. Si une personne va donner son consentement au début d'une activité sexuelle, il se peut que durant l'activité ou presque à la fin de l'activité, elle peut dire non, je ne veux plus et son consentement n'est plus valide à ce moment-là. Ça doit arriver rarement. Ben, en fait. Ben, t'arrives à l'orgasme, ok, arrête. Wow. Ça dépend de la pas de situation, même. ça dépend du contexte aussi énormément. Maintenant, c'est quoi un choix libre et éclairé? Pour ce qui est de la notion de libre, ça veut dire qu'il doit y avoir une absence de toute contrainte, autant que ce soit verbale ou physique. Donc, il ne doit pas y avoir de menaces, d'imposition, d'obligation. On ne peut pas obliger une personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. S'il y a absence de ces contraintes-là, donc là, le choix va être libre. Pour ce qui est de la notion d'éclairé, là, c'est vraiment l'absence de tout effet pouvant venir altérer la prise de décision. Et là, je parle vraiment de l'intoxication autant à l'alcool, à la drogue, une inconscience, par exemple. Et là, on ne parle pas juste d'un seul verre de vin, là. C'est vraiment une intoxication. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le consentement lorsqu'il y a des atteintes cognitives? Légalement, chaque personne a droit à une sexualité et il faut en tout temps respecter ces décisions-là. Si la personne est apte, elle a le droit de consentir pour elle-même. Lorsqu'il y a des atteintes cognitives, par contre, là, malheureusement, c'est sûr qu'il y avait des atteintes cognitives avec des troubles neurocognitifs. Là, il va y avoir la décision et la prise de décision, le jugement qui va être beaucoup altéré. La raison pour laquelle, souvent, on va remettre en question le consentement de la personne. Parce qu'on se questionne sur la bonne compréhension de la situation et du contexte par cette personne. Toutefois, là, j'aimerais faire une petite comparaison avec d'autres activités qu'on pourrait appeler quotidiennes ou assez banales. Par exemple, accepter de faire des sorties avec la famille. Donc, pour une personne qui est hébergée dans un milieu d'hébergement, et que la famille vient le visiter pour faire des sorties, souvent on ne va pas tant questionner le consentement de la personne à aller avec la famille parce qu'on veut son bien-être. La famille est là pour lui ou pour elle et la famille veut son bien-être. On ne va pas se questionner si l'aîné veut ou pas quitter avec sa famille. Accepter d'être pris en photo, encore une fois, si vous ne le saviez pas, on ne peut pas prendre en photo une personne sans son consentement. Accepter de participer dans des activités récréatives. Surtout, parlons des techniciens en loisirs qui viennent faire des activités dans les milieux d'hébergement.
On va encourager les aînés à aller participer dans cette rencontre-là parce que, de un, on veut stimuler leur physique, mais aussi leur cognitive. Donc, on va les encourager à aller dans ces activités-là, sans nécessairement prendre pour acquis que la personne veut. Donc, des fois, il se peut que l'aîné, ça ne tente pas d'aller participer au bingo qui se fait à chaque semaine. Mais malgré ça, on dit, juste pour briser l'isolement, peut-être allez-y, essayez de participer. Activité d'être habillé, on revient à la même histoire. Activité de manger aussi. Activité d'être hébergé en résidence, comme je l'avais aussi mentionné. Et activité de prendre des médicaments. Souvent, on entend assez souvent que les aînés ne veulent pas prendre leur médication. Et ce qu'on va faire, c'est que parce que leur santé en dépend, on va les cacher dans la nourriture ou on va les obliger à prendre leur médication. Et donc, ce qui m'amène justement à faire la comparaison ici, parce qu'on veut leur bien-être, parce que ça dépend de leur santé, on va tasser un petit peu le consentement et on va le faire parce qu'on pense que c'est bien pour eux. Puis, comme vous l'avez vu dans la conférence de ma collègue, la sexualité, c'est quand même bon pour la santé. Et donc, ça rallonge la vie. Donc, pourquoi est-ce que là, on remet autant en question le consentement de la personne lorsqu'il s'agit des relations sexuelles? Donc, c'est vraiment une petite réflexion que je voulais que vous fassiez aujourd'hui. Pour aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne est inapte? Donc, si le médecin conclut que la personne va être inapte, souvent il va y avoir soit un mandataire, un curateur ou un tuteur qui va devoir prendre la décision pour la personne elle-même. Et même là, je dis que cette personne-là va devoir prendre des décisions, mais je parle de décisions où est-ce que la personne peut plus se charger. Par exemple, les finances. Tout ce qui concerne les activités quotidiennes, les activités plutôt banales, la personne a quand même le droit de donner son consentement. Ce que je veux dire que la sexualité, ça reste que malgré le fait que tu es inapte ou apte, c'est quand même à toi de décider et non pas au mandataire. C'est exactement ça. Par contre, si jamais il y a une absence d'un mandataire, tuteur ou curateur, comme je l'ai mentionné, selon la loi, on a 3 personnes en priorité qui vont venir prendre la place. Premièrement, il va s'agir du conjoint. Mais il se peut qu'il y ait absence du conjoint ou que tout simplement le conjoint soit aussi malade ou qui nécessite des besoins. Donc là, il ne peut pas prendre soin de son ou sa conjointe. Ainsi, on va aller à la deuxième personne qui est un proche parent, que ce soit un enfant, un parent, le frère, la soeur de la personne. Et si jamais il y a absence de cette deuxième personne-là, eh bien, c'est là qu'on va se tourner vers un proche aidant, que ce soit un ami ou un autre membre de la famille, tout simplement. Avec l'inaptitude, comment est-ce que ça se déroule? Ça se rend par 2 volets. Premièrement, l'évaluation médicale, qui est faite par un médecin afin d'identifier en fait son état de santé. Et par la suite, ça va être au travailleur social par une évaluation psychosociale qui va évaluer son degré d'autonomie ainsi que le besoin de protection que cette personne-là va nécessiter. Et par la suite, c'est là qu'on va vraiment décider s'il y a inaptitude ou pas. Je vais vous énumérer quelques causes pouvant amener à une inaptitude, telles qu'une maladie dégénérative, que ce soit l'Alzheimer, par exemple, ou sinon, des chocs violents et répétés à la tête. On s'entend, la tête, c'est là qu'il y a tout le raisonnement. Dès qu'il y a des atteintes à ce niveau-là, eh bien, ça se peut que la prise de décision soit un petit peu plus difficile. Un accident cérébrovasculaire, donc un ACV, comme Nathalie l'avait aussi mentionné. Une déficience intellectuelle ou sinon un grave accident. Donc, toutes celles-ci, ce sont des causes qui vont amener à une inaptitude pour une personne. Là maintenant, pour ce qui est d'une personne inapte et lorsqu'on a une situation plutôt problématique en ce qui concerne la sexualité ou sinon le consentement justement, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir 3 grands acteurs qui vont venir collaborer ensemble pour la résolution de la problématique. Au sommet de la pyramide, il y a évidemment l'aîné parce que c'est lui le sujet de cette résolution-là, c'est pour lui qu'on est là, c'est son bien à lui qu'on veut. Mais une autre personne aussi qui va vouloir son bien-être, c'est la famille. Et si la famille, ce sont les personnes qui sont en charge de cet aîné-là, eh bien, c'est très important
de les incorporer aussi à la résolution de la problématique et de prendre aussi de leur avis et d'essayer de faire une solution avec leur collaboration là. Et sinon, troisième acteur, ça serait le milieu d'hébergement, parce que, veut pas, le milieu d'hébergement, c'est quand même la nouvelle maison de l'aîné. Donc, c'est le milieu qui se doit d'offrir un environnement qui est propice à l'intimité ainsi qu'à la sécurité. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Puisqu'on a parlé du milieu d'hébergement, maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui dans les milieux? C'est quoi la réalité? C'est que malheureusement, l'équipe de travail va souvent ignorer les besoins sexuels de nos aînés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mythes véhiculés dans la société en ce qui concerne la sexualité des aînés. Surtout, là, je vais parler de la sexualité des personnes âgées, donc la croyance selon laquelle les personnes âgées n'ont plus de sexualité, surtout en lien avec l'agisme aussi. Et donc, souvent, on va croire que parce qu'une personne va être hébergée dans un milieu d'hébergement, eh bien, là, toute sa sexualité va s'arrêter. Ce que, laissez-moi vous dire, c'est pas vrai. Ou en tout cas, voilà la plupart du temps. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne va pas tant s'intéresser aux besoins sexuels de nos aînés. Et aussi, ça peut créer beaucoup d'inconfort pour l'équipe de travail. Puis, il faut aussi les comprendre parce que lorsqu'on n'a pas de formation ou d'information et qu'il y a présence d'autant de mythes dans la société et des préjugés négatifs, c'est sûr que là, on serait mal à l'aise d'en parler, puis on ne sait pas comment aborder ça. C'est pour ça que les formations sont très importantes. Puis autant pour les aînés que pour les professionnels de la santé ou pour toute personne qui a le bien-être des aînés au cœur. Aussi, donc, une autre conséquence, l'intimité des aînés va être souvent banalisée parce que, de un, on pense qu'elle n'existe même pas. Donc, si elle existe, ben, on va dire que c'est pas grand-chose. Et, justement, en banalisant l'intimité, l'équipe de travail peut aussi souvent rentrer dans une chambre d'un aîné sans nécessairement frapper à la porte. Ou sinon, ils vont frapper, mais ils vont rentrer tout de suite après, sans nécessairement attendre que l'aîné ait donné son consentement pour rentrer. Donc, là, on est rendu en politique. Les milieux d'hébergement, malheureusement, ont soit peu ou pas du tout de politique en ce qui concerne l'intimité, les besoins sexuels, comment on va traiter en fait les problématiques sexuelles qui vont arriver dans les milieux d'hébergement. Et donc, on n'a pas nécessairement de référence à laquelle on pourrait aller voir puis essayer de penser à une solution. On n'a juste pas de référence. On fait un petit peu comment qu'on pense, mais il n'y a rien qui nous dit étape par étape quoi faire. Donc, selon vous, selon ce qu'on a vu, quelle serait la solution pour contrer tout ça? Oui. Bien, je peux juste dire par expérience, en fait, moi je travaille à la ligne Aide à l'UNI, donc vraiment on traite des appels à travers la province au complet. Puis on offre un service de consultation pour les professionnels aussi. Je suis venue aujourd'hui parce que justement récemment on avait une situation problématique de quelqu'un avec des pertes cognitives qui avait des comportements sexuels inappropriés en ressources d'hébergement envers 3 dames qui avaient aussi des pertes cognitives. Puis je pense que ça les a beaucoup aidés aussi à débroussailler un peu tout ça, puis à regarder chaque situation individuellement. Mais je pense que de pouvoir consulter quelqu'un, puis de pouvoir discuter de la situation, puis vraiment y aller au cas par cas et non généraliser, déjà c'est une bonne étape. Oui, et vous serez plus vite que moi parce que oui, je m'en vais aller là. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais plus globalement, en ce qui concerne les milieux d'hébergement, je pense que oui. Je suis totalement d'accord avec le fait d'y aller du cas par cas, mais en tant que professionnelle de la santé, là, je suis infirmière, je dirais que le plus gros malaise en soins en milieu d'hébergement, c'est surtout qu'on n'a justement aucune politique, on est réglementé par rien du tout. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment agir avec ces personnes-là. Fait qu'il nous faudrait comme une certaine ligne de conduite de base qu'on pourrait adapter à plus personnaliser dans chacun des cas, là, mais c'est vrai que toutes les autres problématiques que tu disais par rapport aux équipes de travail, ils sont là, c'est vrai, mais je te dirais que la majeure, le point culminant, c'est qu'on n'a pas de ligne de conduite. Surtout par rapport aux pertes cognitives, tu sais, avec tout le mouvement MeToo, tout ça, tu te dis, mon Dieu, elle a des pertes cognitives, comment on fait pour vraiment évaluer son consentement? Tu es vraiment d'accord ou pas? C'est quoi les signes? C'est-tu correct ou c'est pas correct?
c'est très tabou. Là. Il y a des milieux aussi qui veulent juste pas entendre que oui, il y a peut-être de la sexualité dans leur milieu d'hébergement. On va pas se le cacher, c'est quand même un dilemme éthique. Oui, C'est un très gros dilemme éthique. Ouais. Oui, il y avait une madame. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Ben, je crois que d'abord, il faut enlever l'éléphant blanc. Tu sais, parce que dans les milieux d'hébergement, on ne parle jamais de ça. Puis les milieux n'est pas adapté. Parfois, par exemple, les couples ne vont pas vivre dans la même chambre. Les portes sont souvent retirées ou tout le temps ouvertes. Donc, les milieux n'est pas propice pour l'expression de la sexualité et de l'intimité. Okay. D'abord, il faut commencer par ça, je crois, comme la réorganisation de les structures physiques du bâtiment pour pouvoir arriver à créer des politiques puis éduquer les personnes à comme, adapter la sexualité. Je viens aimer cette mot-là, adapter la sexualité dans un nouveau environnement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Moi, je crois aussi qu'il faut vraiment plus outiller tous les professionnels de la santé. Moi, ça fait des années que je suis en gériatrie, puis c'est la première fois que c'est très rare qu'on en parle. Puis j'ai été même au FRAC à Laval, puis c'est pas quelque chose qu'on parle. Là, quand on arrive dans les milieux de vie, mais c'est difficile de comment aider les familles, comment aider les aînés par rapport à ça. Donc, je pense que ça serait déjà beaucoup. Oui, évidemment. Vous avez tout à fait raison. Mais justement, vous avez répondu à ma question assez clairement. La solution à tout ça, c'est d'écrire une nouvelle politique qu'on va mettre dans le code éthique ou le code des vies qui pourra justement englober comment on va traiter les personnes lorsqu'il y a des atteintes cognitives, qu'est-ce qu'on va faire dans ces situations-là, essayer de trouver des scénarios, essayer d'aménager certaines chambres pour les couples qui veulent vivre une intimité. Puis, justement, en parlant des politiques, en fait, les stagiaires en sexologie, c'est moi-même, j'ai vécu là-dedans, auprès de CASA, on a mis sur pied une nouvelle politique qui va aborder, en fait, tous ces enjeux-là. Si jamais vous voulez avoir une petite idée, Louis va être disponible soit à la pause ou à la fin, et il va pouvoir vous montrer cette nouvelle politique-là. Si jamais ça va juste vous donner une idée. Mais c'est sûr que instaurer des politiques, ça serait le premier pas. Et par la suite, essayer d'avoir des formations. Justement, je suis là pour ça. On essaie un petit peu d'entamer ce processus-là. Voir qu'est-ce qu'on fait avec les personnes atteintes des atteintes cognitives. Voir comment on pourrait aménager l'environnement dans les milieux d'hébergement, tout simplement, pour des couples ou pour des personnes qui viennent de se rencontrer puis qui aimeraient ça, avoir un moment en tête à tête sans nécessairement être dérangé, sans que les portes soient toujours ouvertes, sans rentrer, sans frapper aussi, là. Donc, voilà. Donc, là, ça m'amène à du cas par cas, justement. C'est sûr que nous, dans le domaine social, on travaille avec des êtres humains. Chaque être humain est authentique, il a sa propre manière d'être. Donc, il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y en a juste pas. Il n'y a pas quelque chose de global qu'on peut appliquer à tout le monde. Ça dépend de chaque personne. La raison pour laquelle c'est du cas par cas. Malgré ça, c'est sûr que il faut y avoir une collaboration interdisciplinaire. Ce n'est pas juste un seul professionnel qui va pouvoir résoudre tout ça. C'est pas vrai ça. Donc, avoir une collaboration interdisciplinaire pourra beaucoup aider. Et quand je parle de collaboration interdisciplinaire, je parle premièrement du responsable du milieu d'hébergement. C'est quand même la maison, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est la maison de l'aîné. C'est avec lui qu'on va pouvoir mettre des politiques en place. C'est avec lui qu'on va pouvoir aménager l'environnement et autres. Aussi, la famille ou le mandataire, encore une fois, la famille, comme on l'a vu, c'est un des trois grands acteurs dans la vie de l'aîné et dans la prise de solutions. Il ne faut pas l'oublier. Troisièmement, l'équipe de travail. Autant que ce soit l'équipe de travail du milieu d'hébergement que l'équipe de travail de l'hôpital, par exemple, il faut prendre en considération ces gens aussi, que ce soit le médecin, infirmière, peu importe. Du travailleur social qui a quand même accompagné l'aîné pendant tout ce temps-là. L'aîné, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est quand même au sommet de tout ça. Malheureusement, on l'oublie souvent. Évidemment. Mais c'est pour ça que j'ai quand même mis beaucoup l'accent sur la pyramide en ce qui concerne l'aîné. Il est quand même au sommet. Puis tout ce qu'on fait, c'est par rapport à l'aîné. À tout ce qu'on pense, il faut prendre en considération l'aîné. Puis des fois, c'est vrai, on l'oublie.
mais on ne devrait pas. Et parce qu'on parle de sexualité, je pense qu'un sexologue aussi devrait être assez pertinent dans la prise de décision, dans la résolution des problématiques. Puis, c'est sûr que vous allez dire, oh, là, je vais être sexologue, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai dit, mais non, je trouve que lorsqu'on parle de sexualité, un expert là-dedans qui va pouvoir donner des faits, qui va pouvoir aider à la compréhension, puis aux solutions en ce qui concerne l'aîné en tant que tel, il serait quand même pertinent à être considéré dans la collaboration. Bon, maintenant, on va finir avec une belle mise en situation, puisqu'on a vu quand même beaucoup d'éléments. Là, je vais vous lire une mise en situation. Et par la suite, j'aimerais qu'on trouve ensemble des pistes ou c'est quoi qu'on pourrait faire pour justement résoudre cette problématique. Donc, lors d'une visite dans une résidence pour aînés semi-autonomes, une femme, qu'on va appeler Madame X, aperçoit son mari, appelé Monsieur Y, qui est atteint d'Alzheimer ayant des rapprochements avec une résidente, appelée Madame Z. Cet homme est aussi atteint de la même maladie que M. Y. Donc, Mme X va blâmer la résidence d'avoir laissé son mari dans cette relation-là où, selon elle, il n'était pas consentant. Ça serait quoi la première étape à faire dans cette situation-là? Demander au monsieur qu'est-ce qu'il en pense. Oui, demander au monsieur parce que, justement, est-ce que lui, parce qu'il est atteint d'Alzheimer, est-ce qu'il sait que la madame avec qui il a des rapprochements n'est pas sa femme? S'il ne sait pas, c'est sûr que son consentement n'est pas valide à ce moment-là. Par contre, s'il sait que ce n'est pas sa femme, mais qu'il est quand même bien avec ces décisions-là, on va laisser tranquille. Deuxième étape, on pourrait faire quoi par la suite? Quelle madame? La conjointe, oui, on pourrait aussi parler avec elle pour voir la raison de sa frustration. Puis ça, c'est quand même important que je mentionne, il ne faut jamais prendre pour acquis qu'on sait les raisons qui vont pousser une personne à agir d'une telle manière. On ne sait jamais ça. C'est pour ça que c'est important d'aller parler avec chaque partie, chaque individu, pour être sûr d'avoir le plus d'informations possible qui va nous permettre d'éclairer beaucoup plus la situation et trouver par la suite la meilleure solution. Donc, on va parler avec M. Y, avec Mme X. Qu'est-ce qu'on peut... Oui? Est-ce que ce serait valide aussi de poser la question aux professionnels de la santé qui entourent ces gens-là pour savoir, les deux qui ont la maladie d'Alzheimer, savoir c'est quoi leur niveau cognitif d'après eux? Tout à fait. Parce que s'ils sont très avancés dans la maladie, à ce moment-là, ça peut être plus confus. C'est pour ça que j'ai dit, on va y aller s'intéresser sur tout ce qui englobe. Autant qu'on va voir le profil de l'aîné, des deux aînés en fait, autant qu'on va s'intéresser sur les antécédents, sur justement, comme vous dites, sur les personnes qui travaillent auprès de ces personnes-là, parce que c'est quand même ces personnes qui les connaissent les mieux. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, parler avec les professionnels aussi. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Oui. Moi, je trouve ça important que Mme X et M. Y se souhaitent faire un petit thérapie court pour qu'ils parlent entre les deux. Je trouve ça important. Oui, oui, c'est sûr. Par contre, c'est sûr qu'avant, il va falloir parler avec les deux individuellement pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais oui, ça pourrait être une solution aussi valable. Tout à fait. Mais personne ne l'a dit. Oui? C'est plus une question, mais dans le fond, on ne peut pas séparer ces trois personnes-là. Ben, je sais pas si tu comprends. Les séparer. Je veux dire, ils vont sûrement se croiser à la cafétéria, ou je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Bien, ça dépend si on veut les séparer, mais... Parce que même si on parle à toutes les parties prenantes, ben, s'il y a une discussion qui arrive comme ça, ou... Bien, écoutez, dans cette situation-là, comme je dis, c'est important de parler à tout le monde pour voir s'il y a le consentement. S'il y a le consentement, si les deux personnes, M. Y et Mme Z, sont quand même bien ensemble, nous, notre but, c'est leur bien-être. En les séparant et qu'ils soient malheureux, on n'a pas fait grand-chose. Si les deux sont consentants et qu'ils veulent être ensemble, mais malgré le fait qu'il y a une conjointe au milieu, c'est avec la conjointe qu'il va falloir faire un travail pour y dire que, madame, ça se peut que des fois, il ne se rappelle pas de vous, mais voilà, il se sent bien avec cette femme-là. Et pour être certaine encore plus de son consentement, on peut demander autant à M. Y qu'à Mme Z à plusieurs moments dans la même journée pour voir si le discours est identique. Si le discours il change, mettons le matin, l'après-midi ou le soir, le consentement il pourrait ne pas être valide. Mais si messieurs et madame continuent à dire qu'ils sont consentants et qu'ils sont bien ensemble,
est-ce qu'on voudrait vraiment les séparer? Je ne penserais pas. Donc, c'est avec la conjointe qu'il va falloir aller voir qu'est-ce qui fait qu'elle est frustrée. Est-ce qu'elle pourra comprendre que son mari, peut-être qu'il ne se rappelle même plus d'elle du tout. C'est sûr que c'est délicat, c'est très délicat comme situation, mais après tout, comme j'avais dit, encore une fois, l'aîné est au sommet. C'est pour lui qu'on travaille et notre but, c'est qu'il soit bien. Donc, en les séparant, s'ils ne sont pas bien, on n'a pas fait la bonne chose. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Mais si tu les laisses ensemble, la femme va demander le divorce ou quelque chose, là. Ça ne marche pas bien, elle non plus. C'est son mari. C'est sûr, mais en même temps, comme je dis, c'est sûr que nous, quand on va essayer d'avoir une solution, on veut que ça avantage l'aîné. Ça peut désavantager beaucoup d'autres parties, mais si ça avantage l'aîné... Ben oui, mais la femme aussi, c'est une aînée, elle n'a pas 16 ans. Sa femme n'a pas 16 ans. Les contextes, même si un adulte, je veux dire, il y a des contextes de tricherie, même à un âge plus jeune. C'est pas parce que la personne est en résidence qu'elle n'a pas le droit à sa vie privée, qu'elle n'a pas le droit d'aller voir quelqu'un d'autre. Dans le sens que c'est à tout âge, ça peut se passer, puis à tout âge, il peut y avoir un divorce. C'est pas parce que la personne est en résidence Ah ben oui, c'est sûr. qu'elle n'a pas le droit de se divorcer. Ah ben c'est officiel, c'est ça que ça va arriver avec un divorce, ça continue même, c'est tout. Ça se pourrait. Ben oui, la femme va laisser son mari aller à l'autre, OK. Bravo. En même temps, malgré les atteintes cognitives, on s'entend qu'il est quand même apte à consentir pour Oui, soi. oui. Ce n'est pas sa femme qui Ben va oui. prendre la décision à sa place. Donc, malheureusement, comme je dis, ça va fâcher une partie, ça Ben va oui. avantager l'autre. C'est ça. Malheureusement, Ben, ça arrive à n'importe quel âge. là. malheureusement, c'est ça. Malheureusement, comme je dis, il n'y a pas de réponse globale. C'est sûr Ben non. qu'il va y avoir quelqu'un qui va être fâché. Mais si ça avantage la bonne personne, on va aller avec ça. Non, bon. On va prendre la moins pire des deux. Eh ben voilà. C'est sûr que, comme ma collègue dit, dans ce cas par cas, si là le personnage principal du dossier est M. Y, on va apporter les soins pour aider M. Y. S'il faut apporter des soins ou de l'aide ou de l'assistance ou du conseil pour Mme Z, sa conjointe par la suite, Ben ouais. on va pouvoir la Ben, c'est référer à un autre professionnel. Souvent, ça arrive des fois dans un milieu que ce soit la même travail social qui sont en charge de différents dossiers, comme qu'on peut avoir de la connexion entre deux Ben travailleurs ouais, sociaux pour aider Mme aussi. Oui. Merci. Là, on n'a pas mentionné, mais Mme Z, c'est important de parler aussi pour vérifier qu'elle aussi est consentante. Oui. Ouais, elle l'a Le demandé. grec, ça fait son affaire. Oui, non, c'est ça, c'est les deux. C'est les deux. C'est pour ça que je me dis que si les deux sont bien là-dedans, puis qu'on voit qu'ils sont consentants, on va les laisser faire. Tant mieux s'ils sont contents, tant mieux que ça fait du bien. C'est ça qu'on veut après tout. Mais oui. Oui. C'est peut-être un commentaire un petit peu étrange aussi pour certaines personnes, mais il y a des relations aussi où est-ce que la passion est partie, mais les deux personnes vivent un rapport plus de compagnon. Alors, si M. X, puis, excuse-moi, Mme X, puis M. Y, ça fait un certain temps que c'est plus de l'amitié qu'autre chose, peut-être que Mme X, ben, si elle se rend compte qu'il est consentant, puis qu'il est heureux, puis que Mme Z aussi, peut-être qu'elle, dans le fond, est fâchée parce qu'elle pense qu'ils ne peuvent pas consentir, mais si elle se rend compte que oui, elle s'en lave les mains parce qu'elle est plus amie avec. Oui. Tu sais, Ouais. Oui, c'est exactement ça. Puis justement, il ne faut pas faire l'erreur de croire que si on parle de sexualité, il doit y avoir un coït. C'est pas ça. La sensualité, la tendresse, tout ce qui est on va être ensemble, sentiment de compagnon, c'est quand même de l'intimité, après tout. Oui, bien, merci beaucoup. Donc, en bref, le consentement ne doit jamais être mis en question, à moins qu'il y ait un potentiel préjudice pour l'aîné. Donc, moi, j'avais dit, s'il est bien, on va le laisser être bien. Mais si on sait qu'il peut y avoir des risques, eh bien, c'est là qu'on va vouloir intervenir malgré un consentement. Puis, si j'avais quelque chose à vous dire, afin de retenir quelque chose de cette rencontre-là, c'est que il n'y a pas de réponse globale. Puis ça se peut que vous soyez venus ici pour avoir des pistes et que vous en sortiez sans nécessairement avoir toutes les réponses, mais c'est normal, ça reste un sujet extrêmement délicat. C'est un dilemme éthique. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs professionnels pour penser au meilleur scénario possible, parce qu'il n'y a pas de réponse pour chaque personne. En tout cas, pas la même pour tous. Ben non. Donc, on s'entend, le but ultime de notre pratique, c'est la bienveillance, c'est le bien-être de nos aînés. On veut qu'ils soient heureux, on veut rendre leur vie facile, heureuse et remplie de nouvelles rencontres, briser l'isolement. Donc, s'il vous plaît, prenons en considération leur consentement.
Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Puis si vous voulez me parler plus individuellement ainsi qu'à mes collègues, on va être disponible pendant la pause. Donc, ne vous gênez pas. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Ben, moi, j'avais juste une petite question, mais par rapport à la politique, est-ce que vous aviez l'intention peut-être la diffuser un peu à large? C'est quoi votre intention par rapport à ça? Parce que je pense que ça pourrait vraiment bénéficier plusieurs milieux. Oui. Ben, à vrai dire, comme je disais au début, le Carrefour Prenais semi-autonome, notre première mission au début était d'aider les aînés à trouver une résidence qui pouvait répondre à leurs besoins. Depuis notre création, nous avons 25 résidences pour les aînés semi-autonomes à Laval qui sont membres de notre organisme. Fait que justement, avec l'aide de notre agence sexologie cette année, on a voulu justement mettre sur pied une politique. Encore là, c'est général parce que chaque milieu a sa réalité précise. On a mis sur pied une politique qu'on va justement présenter à notre AGA cette année à nos 25 membres pour pouvoir que ça soit adopté et que ça soit utilisé au large. Mais comme je vous dis, c'est sûr que chaque résidence a quand même une personnalité à elle-même et on doit l'adapter en temps. Mais je pense que ce serait peut-être une bonne initiative de contacter le ministère. Je pense que dans les milieux publics aussi, il y a un grand besoin pour ça. Oui, vraiment. En tout cas, bravo, vraiment. Très bien. Merci, c'est apprécié.